Bien, chers amis, c'est un grand honneur que de m'exprimer au nom de la Fondation Jean Jaurès, comme s'il y avait le vertige de l'histoire, pas seulement du futur, qui me saisissait à cet instant. Je le fais grâce à Henri Nallet et je lui rends hommage, comme à toute la Fondation qui m'a confié la direction de cet observatoire. Je le fais aussi au nom des deux auteurs qui ont écrit un ouvrage qui va être présenté pour la première fois aujourd'hui, puisque c'est une production de Planète A. C'est cet ouvrage qui s'appelle « La Terre en commun », un plaidoyer pour une justice foncière. Je voudrais saluer les co-auteurs que sont Benoît Grimont-Pré et Pierre Blanc, qui lui-même inaugurait cette réunion il y a un an, ici même à Châlons en Champagne. Merci à Benoît Apparu, merci à tous. Vous dire qu'il est devenu presque commun, cher Benoît, de penser que sauver la Terre, c'est sauver l'humanité. La question que nous pourrions nous poser, qui est la question politique, c'est comment, en réparant l'homme, nous pouvons contribuer à sauver la Terre. C'est ce chemin politique que nous avons à faire aujourd'hui, les uns et les autres, dans la diversité, dans la biodiversité politique. J'y reviendrai. Mais il y a peut-être sur ce thème quelqu'un qui a eu une parole un peu définitive. C'est dans une interview donné au Monde, Bruno Latour, qui, comme toujours, un peu nous a bouleversés, en citant Péguy à la veille de la Grande Guerre, qui nous disait que le monde moderne nous prive de notre capacité d'engendrement. Cette perte est une tragédie. Et cette crise de l'engendrement, disait-il, est une crise de civilisation. C'est le moment que nous vivons aujourd'hui, un siècle après la Grande Guerre et la disparition de Péguy sur ces terres de Champagne. Je faisais ce détour, et pour quelqu'un de la Fondation Jean Jaurès, commencer par Péguy, vous voyez l'audace, mais je terminerai par Jaurès, rassurez-vous. Mais je voulais faire ce détour néanmoins par Bruno Latour, parce qu'il situe d'emblée le vertige qui est le nôtre pour éviter l'abîme. Il nous invite à revisiter cette notion de commun, qui est devenu un des thèmes politiques les plus à la mode, mais la mode peut parfois nous distraire de l'essentiel. Alors nous devons être humbles devant ce thème des communs qui réapparaît dans le champ politique, qui réapparaît par rapport à des visées libérales qui ont traversé tant la gauche que la droite, et qui aujourd'hui sont bouleversées par cette perspective des communs. Les communs qui sont aujourd'hui un objet politique assez indéfini. Alors je vais simplement dire pourquoi la Terre peut être pensée comme un commun et qu'elle doit être pensée comme un commun, et comment cela est finalement réjouissant et peut-être la clé du futur. Elle doit être pensée comme un commun, la Terre, parce qu'elle répond à cette question d'une seule santé, qui est certainement le thème politique majeur des années à venir, des décennies à venir. Il n'y aura pas de santé pour l'homme sans santé du monde végétal et animal. Cette santé du monde végétal et animal est impossible sans une santé du sol. J'aime cette perspective parce qu'elle remet l'homme au centre, au sommet. Elle est un humanisme et non pas un panthéisme. Et je crois que c'est ainsi qu'il nous faut refaire de la politique désormais dans le mouvement écologiste, réaffirmer la prégnance et la prééminence d'un humanisme. Au nom d'une seule santé et de cette interaction pour notre santé même, la santé pour tous et pour tous les hommes dans sa plénitude, il nous faut protéger la santé du sol. Nous pourrions également dire que la Terre est un commun parce que nous sommes sur une seule planète, dans un monde fini. Et dans un monde fini, toute prédation des moyens de production, de l'espace, se fait au détriment des autres. Elle nous éloigne de cet idéal qui est celle des Lumières et de la République des égaux. Nous devons donc penser le partage et la coopération comme un kit de survie désormais pour notre humanité. Et puis la Terre comme un commun, ça sera le dernier argument, parce que nous sommes la génération qui peut permettre qu'il y ait d'autres générations. Nous sommes dans ce défi-là et nous sommes là pour explorer ensemble comment, autour de ce commun, nous pouvons bâtir des récits politiques, des institutions politiques qui permettent de donner crédit à cet humanisme que nous appelons ensemble de nos voeux, quelles que soient nos perspectives, de la Fondapol à la Fondation Jean Jaurès. Ici, nous sommes dans un lieu qui est en fait le prototype de ce que devrait être la vie politique dans notre pays. Un équilibre entre le monde de ceux qui travaillent, qui entreprennent, et je rends hommage venant de ce monde-là et étant de ce monde-là à tous les travailleurs de la terre, des ingénieurs aux ouvriers agricoles jusqu'aux paysans dans leur diversité, à ceux qui transforment les produits, qui les mettent sur le marché, à tous ces travailleurs de la terre, mais je rends hommage également à tout le monde de la recherche et de la science. Nous avons besoin des deux aujourd'hui, mais sans le fait politique et sans la question du droit, toutes les perspectives ouvertes tant par la science que par la puissance de l'économie seraient vaines. Et c'est finalement Edgar Pisani, le grand Edgar Pisani, qui l'avait très bien théorisé. Il disait qu'il admirait le monde de l'entreprise. Je l'admire personnellement, je crois qu'avec Benoît on partage ça. Nous admirons le dynamisme de l'entreprise. Mais Edgar Pisani, il y a maintenant près de 50 ans, nous disait qu'il ne peut s'empêcher de penser aux problèmes du monde et de la société et des hommes que ne peut régler ni directement ni indirectement seul
le monde de l'entreprise. Il appelait donc à penser le futur, aux politiques à penser le futur tel un guetteur dans la nuit, à y préparer la société et la nation afin qu'elle reste maître de son destin. C'est le travail que nous faisons sur l'objet du foncier, même dans ces 2 jours qui vont nous réunir. Je le fais, cette question du droit a été l'angle principal du livre que nous avons coécrit avec un géographe et un juriste, en croisant nos regards de législateurs, de paysans et de chercheurs. Nous le faisons parce que nous pensons que la question du droit va nous permettre de traiter ce commun, non pas dans une souveraineté solitaire, telle que nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui, dans nos territoires, dans nos nations, mais comme un commun à l'échelle planétaire. Nous passerons ainsi, comme le dit si bien Mireille Delmas-Marty, d'une souveraineté solitaire à une souveraineté solidaire. Cette souveraineté solidaire, elle pourra s'exercer dans 3 champs. Le premier sera celui de réintroduire la société dans ce dialogue défaillant désormais entre l'État et le monde paysan. Nous ne pouvons pas confier la terre au seul État et au monde paysan. Il faut que la société réintervienne dans le débat. Il faut une démocratisation du débat sur le foncier, sur nos territoires et à toutes les échelles. Deuxième champ, c'est celui, nous en parlions il y a quelques minutes avec Benoît Apparu, c'est celui du dialogue entre les villes et les campagnes. Il y aurait une grande illusion à penser que nous allons refaire la nature en ville. Le vrai enjeu, peut-être le grand enjeu du XXIe siècle, c'est ici, comme en Afrique subsaharienne et dans le sud-est asiatique, c'est de reconnecter les villes à l'espace rural et à leur espace alimentaire et à leur espace naturel. C'est cette reconnexion, ce New Deal rural-urbain qui est évoqué, qui suppose de nouvelles politiques publiques, le dépassement d'une politique des lieux pour recréer une politique des liens. Enfin, le troisième champ sera celui de reconnecter la citoyenneté et l'action politique entre le local et le global, loin des chimères nationalistes et autoritaires qui se dessinent parfois de façon tragique dans le monde. Nous devons réinventer une citoyenneté qui permette de mesurer notre action locale, dont son impact global et intergénérationnel. Il y a là, dans la mesure publique et dans l'action publique, un véritable chemin qui est révolutionnaire et qui est une source d'espérance. Comment penser le bilan de son territoire comme contribution positive ou non à un dessein collectif et un dessein planétaire. Il y a une révolution du droit et de l'action politique qui est souhaitable. Enfin, cet éloge des limites que j'évoque, qui est l'art même de la politique, il est, dans notre livre, un plaidoyer pour l'esprit d'entreprise. Parce que la clé même du partage du sol, qui est le sens même de l'objet de ce livre, le partage du sol est la condition d'une relève générationnelle. Cette relève générationnelle, dans toutes les régions du monde, Edgar Pisani l'avait théorisé dans une formule très simple. Le monde aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Nous avons ici, comme ailleurs, un besoin urgent, pressant d'une relève générationnelle. Seul le partage du sol permettra cette relève générationnelle qui est la condition d'une agroécologie capable de remplir toutes les aménités que nous avons décrites ensemble. Ce combat, nous le porterons ici, nous le porterons également à l'échelle européenne. Nous espérons que le nouveau Parlement européen, la nouvelle Commission, sera capable de réactiver des directives à la fois contre l'accaparement des terres, mais également sur les directives de santé du sol qui ont été laissées à l'abandon, laissées en jachère, alors qu'un grand axe de recherche et développement à l'échelle européenne est certainement une des pistes les plus prometteuses pour l'avenir de notre planète. Enfin, je voudrais terminer par là. Nous devons faire un plaidoyer politique sur ces questions de la terre, que nous penserons comme un commun, en pensant qu'il y a un lien très fort. Pierre Blanc l'a formidablement démontré dans ce petit essai. Il nous dit qu'il y a un lien entre les espaces de démocratie, les espaces de partage du sol et les espaces de prospérité. Et je voudrais faire ce pari aujourd'hui, qui est un pari d'espérance, que la biodiversité politique qui s'appelle la démocratie, une authentique démocratie, la biodiversité économique qui s'appelle l'économie sociale de marché, les régulations au service d'un authentique esprit d'entreprise sont la garantie de notre assurance vie, qui est la biodiversité et notre capacité à lutter contre le changement climatique. Je l'avais promis, je termine donc avec Jean Jaurès, qui disait il y a un siècle déjà que l'abondance, il y a plus d'un siècle, pardon, que l'abondance est le fruit d'une bonne administration. L'abondance est le fruit d'une bonne administration. Alors je le crois profondément, le partage est la révolution qui nous attend, elle est la source d'une nouvelle prospérité, et c'est le sens même et la perspective de nos travaux pendant ces 2 journées à Châlons-en-Champagne.